Bonsoir à toutes et tous. Je pense que tout le monde m'entend bien dans la salle. Je suis Guillaume Goutet, le directeur du personnel de la Marine, ou pour parler en langage un peu plus civil ou bien connu dans le monde de l'entreprise, je suis donc le DRH groupe de la Marine nationale. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là ce soir, de venir nous écouter, de venir écouter effectivement cette marine qui parle aux jeunes, et cette vidéo vient de merveilleusement l'illustrer. Merci au Figaro Emploi de nous accueillir dans ces locaux. Merci à vous, mon cher Quentin Périnel, d'animer cette table ronde. Merci à vous, Carole Zibi, cher Benoît Serre, et merci à toi, commandant Thibault. Je pense que nous allons avoir effectivement une table ronde très, très prometteuse sur une thématique qui nous est chère et qui est forte et que je dirais, sans jeu de mots, une thématique évidemment qui fait sens. Alors, effectivement, la question qu'on pourrait reformuler finalement, c'est pourquoi faire le choix de la marine en 2022, ou plus exactement, comment notre marque employeur, nous, Marine nationale, comment nos valeurs résonnent-elles encore aujourd'hui, et je pense finalement plus que jamais, chez nos jeunes en 2022. Pour cela, si vous voulez bien, je vais repartir, et ce sera, je serai tout à fait clair avec moi-même là-dessus, parce que ce sont des études qui ne viennent pas de nos sociologues de la marine, mais ce sont des études que je suis allé chercher à l'extérieur, auprès d'un cabinet de Bearing Point et de l'EDEC Business School. Une étude qui a été très centrée fin 2021, après le Covid, sur nos jeunes Français, sur leurs aspirations, sur leurs motivations et sur leurs attentes. Et finalement, je vais essayer en miroir, par rapport à ce que nous disent les jeunes et à ce qu'ils ont dit, en tout cas au cours de cette enquête, en miroir, de vous dire comment nous, Marine nationale, on peut apporter un certain nombre de réponses qui font sens et qui sont porteuses évidemment de valeurs. Alors que nous disent ces jeunes? Ils nous disent qu'ils ont des aspirations solides. Quelles sont-elles? Ils nous disent qu'ils veulent contribuer de plus en plus à l'intérêt général. Ils nous disent qu'ils veulent chercher des entreprises qui ont un alignement entre leurs valeurs personnelles, encore faudrait-il qu'ils soient capables de nous dire quelles sont leurs valeurs, c'est assez intéressant, qui sont alignés avec leurs convictions, entre les valeurs de l'entreprise et leurs convictions. Et ils veulent, nous disent-ils, vivre des aventures collectives au quotidien et des aventures collectives, je dirais, dans leur travail. Alors à cela, évidemment, je leur dis que nous, notre intérêt général, je crois que c'est le même que le vôtre, en tout cas celui des marins et de la Marine nationale, l'intérêt, c'est évidemment la paix. C'est ce que nous avons de plus cher. Et pour vivre en paix, et ça c'est vrai au niveau individuel et c'est vrai à l'échelle d'une nation, pour vivre en paix, il faut se sentir en sécurité. Ça tombe bien, car la marine produit de la sécurité et elle produit de la défense. C'est une marine donc qui est résolument, qui se place au service des Français, au service des concitoyens. Et je veux vous donner quelques exemples. La marine, en 2021, c'est une administration de l'État qui réalise 3 opérations de sauvetage chaque jour de l'année. C'est une marine qui a saisi en 2021 44 tonnes de drogue, du plus près au plus loin de nos côtes, et parfois de l'océan Indien, de l'océan Pacifique. Donc c'est une marine qui surveille les océans, qui lutte contre les trafics illicites, car vous savez que les océans, les mers sont encore les derniers espaces de liberté sur notre planète. C'est une marine, vous le savez peut-être un peu moins, qui pétarde tous les ans environ 1500 explosifs qui nous restent sur nos côtes, sur nos plages, qui sont les héritages de nos guerres au cours du XXe siècle. C'est donc une marine dont la vocation est de protéger un bien cher de l'humanité, que sont les océans, leurs ressources, les ressources halieutiques. Nous faisons beaucoup de surveillance des pêches illicites dans le sud de l'océan Indien, dans le golfe de Guinée, en mer Méditerranée. Partout où nous sommes présents. C'est une marine aussi qui sécurise les flux. La mer est un vecteur de flux, vous le savez. Alors, il y a les flux commerciaux. Vous connaissez bien les énormes porte-containers. Vous savez très bien que la plupart des marchandises que nous achetons sur le marché français viennent par la mer. Mais c'est aussi les flux d'informations. Vous savez aussi que, sans doute maintenant, c'est bien vulgarisé, que quasiment 100% de l'Internet, de vos utilisations sur Internet passent par les câbles sous-marins, et qui est donc une problématique nouvelle à laquelle la Marine nationale est évidemment très attachée. Mais c'est aussi, au-delà de ça, une marine de combat, une marine qui est aux avant-postes lorsque les crises surviennent et lorsque les guerres se rapprochent. Et l'actualité, malheureusement, vient nous le rappeler depuis le 24 février et la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La marine est aux avant-postes. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup ce soir, mais la marine est aux avant-postes. Elle est présente. Elle a été présente avec son porte-avions et son groupe aéronaval tout au long du mois de mars. Et elle a organisé un certain nombre d'activités au-dessus de la mer Noire, principalement de collecte de renseignements. Donc c'est une marine, évidemment, qui est aux avant-postes lorsque les crises surviennent. Et c'est une marine aussi qui est là pour prévenir les crises.
Les jeunes nous disent donc qu'ils veulent rencontrer une entreprise dont les valeurs entrent en résonance avec leurs convictions personnelles. Nos valeurs, vous les connaissez, je pense. Je ne vais pas les rappeler et trop les développer. J'espère qu'elles seront bien rappelées par notre commandant. C'est évidemment le sens du collectif. C'est parfois aussi le dépassement de soi. C'est évidemment le respect de l'autre, le sens du bien commun et évidemment les valeurs d'engagement. Le sens du collectif, c'est une évidence. Lorsque nous plongeons à entre 300 et 600 mètres sous le dioptre avec 80 marins à bord, vous comprenez bien que le collectif est extrêmement développé. C'est la même chose sur les bâtiments, c'est aussi évidemment la même chose dans un commando. Lorsque vous savez que vous remettez votre vie entre les mains de votre équipier, lorsque vous êtes nageur de combat ou lorsque vous intervenez à terre en tant que commando, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes phrases sur le sens du collectif, ce que nous appelons dans notre marine l'esprit d'équipage, et donc est une valeur qui, je crois, que les jeunes peuvent trouver très facilement dans notre marine. Ils nous parlent d'aventure collective, évidemment que nous représentons quand même un petit peu d'aventure. Nous sommes une marine qui est présente dans tous les territoires ultramarins. Nous sommes une marine donc, qui navigue, je vous l'ai dit, sur tous les océans et toutes les mers du globe. Et nous offrons vraiment des tickets d'aventure très vite. Les jeunes qui rentrent dans la marine à l'école des Mousses, les jeunes qui rentrent comme sous-officiers, peuvent très très vite, et dans les premières semaines, les premiers mois, connaître véritablement de véritables dépaysements et une vie, je vous dis, d'aventure en équipage lorsqu'ils partent avec leurs bâtiments, leurs sous-marins, leurs commandos, leurs aéronefs, lorsqu'ils partent à l'étranger et dans des territoires qui leur sont jusque-là totalement inconnus et avec des horizons qui, je pense, avant de rentrer dans la marine, ils n'avaient même pas soupçonné. Voilà donc cette marine d'aventure. C'est aussi une marine d'incertitude. Cela peut parfois être au quotidien un petit peu plus pesant, mais je me permets de le mentionner parce que l'incertitude fait aussi partie, je dirais, des crises, des opérations, de la guerre. Et donc la marine est aussi, porte en elle, de façon un peu consubstantielle, porte en elle de la certitude. Mais la certitude, c'est aussi celle qui nous met en mouvement. Lorsqu'on est dans la certitude, finalement, on s'arrête de bouger et la marine se transforme, la marine se renouvelle, la marine est en mouvement perpétuel et la marine est donc soumise à ces sollicitations opérationnelles en permanence, et c'est bien, car nous sommes dans une marine d'emploi. Je viens de rappeler quelques-uns de ces domaines d'emploi. Les jeunes nous parlent également de leur motivation. Leur principale motivation, ils disent qu'ils veulent acquérir des compétences, ils veulent évidemment trouver une vraie qualité de vie au travail, je pense que ça, on partage ça avec tous les employeurs. Ils veulent être responsabilisés, accéder à des responsabilités très vite, très jeunes. Et ils veulent évidemment, ils sont à la recherche du meilleur développement, de la meilleure harmonie entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Évidemment, ça, ce sont des motivations, des choses qui résonnent énormément en nous aussi. Les compétences, vous le savez, nous avons un système de formation professionnelle dans la marine. Que nous recrutions un mousse à Bac-3 ou un ingénieur à Bac+5, nous le formons. Nous lui apprenons évidemment à devenir marin, militaire également, et nous le formons techniquement à un métier. La marine, c'est 80 métiers. La marine vole, la marine plonge sous les mers, la marine navigue, la marine a des commandos, la marine a des plongeurs de combat, des pilotes de rafale, vous le savez. Et donc, évidemment que la politique d'acquisition des compétences est quelque chose qui est absolument fondamental dans le modèle RH et dans la marque employeur de la marine. Une marine de responsabilité, c'est une marine où un jeune de 25 ans se retrouve chef d'agrès à Marseille, au bataillon des marins-pompiers de Marseille, pour faire des interventions dans la ville de Marseille, en situation d'urgence, vous l'imaginez bien, voire de détresse. C'est une marine où je vous parlais des 1500 pétardages par an de munitions héritées des guerres passées. Eh bien, ce sont des jeunes qui ont pareil 25-27 ans, qui se retrouvent chefs d'équipe et qui vont parler à des élus, des préfets, des collectivités territoriales pour aller déminer sur une plage, se retrouver véritablement exposés, responsabilisés. Et je cite toujours le cas du barreur du sous-marin nucléaire lanceur d'engin, âgé de 20 ans, qui a les barres de plongée du sous-marin dans ses mains et derrière tout l'équipage. Vous imaginez bien s'il fait une erreur. Et donc voilà quelqu'un qui est responsabilisé, tout comme le barreur du porte-avions Charles de Gaulle, qui s'il commet quelques degrés d'écart au cap lorsqu'il a la barre du porte-avions entre ses mains et que l'avion Rafale à ponte, vous imaginez à l'arrière du porte-avions ce que ça peut donner comme écart et comme désagrément pour le pilote qui va rentrer à bord et à ponter. Voilà quelques exemples de responsabilisation. Il y en a bien d'autres. Des jeunes commandants, des jeunes officiers sortis de l'école navale, au bout de 3 ans de marine, accèdent à des commandements de patrouilleurs outre-mer en métropole. Un officier qui a 35 ans commande un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est-à-dire qu'il a des centrales nucléaires derrière lui pour propulser son sous-marin.
il a des torpilles et il emmène un équipage de 70 marins pendant 40 jours sous l'eau pour faire des missions particulières. Je n'en dirai pas plus. La marine forme, je vous l'ai dit, elle rémunère lorsqu'elle forme. La marine accompagne chacun de ses marins dans une co-construction du développement personnel, dans la co-construction des parcours de carrière. Vous savez que les marins ont une succession de postes autour de leur carrière qui est très accélérée, 2 à 3 ans. On alterne les postes entre la terre et la mer pour reposer de temps en temps le marin également et sa famille. La marine développe des initiatives. Je profite évidemment de la présence d'Émilie Corchia parmi nous pour dire qu'il y a un mois, nous avons lancé une initiative d'ambassadeurat interne pour mieux accompagner encore chacun de nos marins, quelle que soit leur ancienneté dans la marine, quel que soit leur âge, leur grade, leur niveau d'emploi. Donc les marins peuvent parler aux marins grâce à notre nouveau système que nous avons appelé la passerelle, notre nouveau système d'ambassadeurat interne. Ce n'est que l'un des exemples de notre politique d'accompagnement de chacun de nos marins. Vous le savez aussi, la marine est une marine qui pratique, qui favorise, qui encourage donc l'accession aux responsabilités et qui donc encourage également cette notion d'escalier social. Un officier sur 2 est issu des officiers mariniers, donc des sous-officiers dans la marine. Donc il y a de belles perspectives pour ceux qui veulent se développer, monter en compétences et avoir des responsabilités dans la marine. Enfin, les jeunes nous disent qu'ils ont des attentes élevées. Ils veulent que l'entreprise dans laquelle ils s'engagent maîtrise ses impacts sur l'environnement et des activités effectivement qui maîtrisent les impacts sur l'environnement. Une entreprise qui ait le sens du collectif tout en prenant en compte l'individu ou l'individuel. Je suis donc le directeur du personnel de la marine et j'en suis très fier. Dans la marine, chaque personne compte, chaque talent compte pour ce qu'il est devenu en tant que marin, mais bien évidemment pour ce qu'il était avant de rentrer dans la marine, parce que chacun a sa valeur personnelle. Nos uniformes que nous portons ont en plus une véritable vertu, je dirais, de gommer un certain nombre d'aspérités sociales qui pourraient se présenter à nous avant la marine. Et donc, dans nos bâtiments, dans nos sous-marins, cela simplifie beaucoup les choses. L'impact sur l'environnement, la marine essaye de le maîtriser évidemment de plus en plus. Qui mieux qu'un marin pour être follement amoureux des océans, les océans sur lesquels nous naviguons en permanence, les océans qui, je vous l'ai dit, nous essayons de protéger dans leurs ressources, dans l'économie qu'ils procurent, dans la sécurité effectivement qui est nécessaire. Vous avez parlé des flux. Donc les marins, oui, protègent aujourd'hui les océans, protègent leur biodiversité, protègent leur diversité, et c'est absolument essentiel. Et cela, nous le faisons tous les jours un peu plus avec, je vous ai parlé de ces missions de sauvetage, les missions de surveillance des pollutions, toutes ces missions de lutte contre les trafics illicites qui concourent à une meilleure prise en compte de nos océans pour l'avenir de notre planète. Donc je crois vraiment que les marins et la marine cherchent à maîtriser chaque jour davantage son impact sur cet environnement, en tout cas sur son environnement marin. J'en suis même totalement convaincu. J'en veux pour preuve que le président de la République a présidé il n'y a pas longtemps à Brest le One Ocean Summit et qu'il a mis la marine au premier plan des actions pour protéger cette biodiversité maritime. Je m'arrête là, je serai beaucoup trop long. Vous avez compris qu'après 35 ans de boîte, je pourrais vous parler pendant des heures. Donc je crois que ce n'est évidemment pas l'objectif ce soir. Je le crois, nos valeurs font véritablement écho aux aspirations de cette jeunesse à qui il nous faut parler. Il faut juste qu'elle ose. Il faut qu'elle sache que nous sommes là, que nous défendons, que nous protégeons notre pays, que nous sommes au service de ce bien commun qui nous est le plus cher, qu'est la paix. Et que si je devais définir une raison d'être de la marine, je paraphraserais bien volontiers la devise de l'école navale, je crois que son patron est là, pour dire que notre raison d'être pourrait être pour la France, par les mers, nous servons. Mon cher Quentin, je vous laisse donc la parole et l'animation de cette table ronde. Merci infiniment, Amiral, pour cette introduction très, très éclairante, donc, qui a repris quelques thèmes qu'on va aborder ce soir. Vous les avez déjà présentés, mais je vais faire leur petite bio, si vous le permettez, un peu plus rapidement. Donc, à ma gauche, le capitaine de vaisseau Thibaut de Possès, donc conseiller au cabinet militaire du Premier ministre, qui a exceptionnellement accepté de quitter Matignon pour venir nous voir pendant 1 heure. Carole Zibi, donc après quelques 10 années, je crois, chez LinkedIn. Vous êtes désormais vice-présidente de Chance, donc c'est une méthode de coaching en ligne qui vous aide à trouver apparemment votre voie professionnelle, la seule et l'unique. Donc vous allez nous en parler un peu. Et Benoît Serre, donc l'éminent Benoît Serre, DRH du groupe L'Oréal en France, vice-président de la NDRH et ancien partenaire au Boston Consulting Group. Voilà, donc on va commencer notre échange. Et pour commencer, j'aimerais évoquer un fait d'actualité un petit peu étonnant. Peut-être que vous aurez d'autres adjectifs pour le qualifier, mais c'est cette remise de diplôme
AgroParisTech, donc des jeunes diplômés, donc ils reçoivent leur diplôme à une soirée, voilà, une soirée classique de remise de diplôme. Et ces jeunes diplômés n'étaient pas fiers d'avoir eu un diplôme, mais ils étaient totalement outrés, finalement. Donc ils ont appelé à déserter le monde professionnel dans lequel ils s'apprêtaient à mettre les pieds. Donc l'industrie agroalimentaire, qui pour eux n'est pas en avenir, si tant est qu'ils qu'ils viennent d'être diplômés. Pour ça, qu'est-ce que ça révèle? Je me tourne vers vous trois, parce que vous allez probablement avoir des avis très différents. Qu'est-ce que ça révèle de notre société? Qu'est-ce que ça révèle de nos diplômés, de notre jeunesse? L'amiral vient de parler de jeunesse pendant quelques minutes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc je me tourne vers vous, Carole Zibi. Bah, je souris parce qu'évidemment, ça nous a tous surpris énormément. Je pense que c'est des images qu'on n'a jamais constatées, d'avoir un tel engagement. Et en même temps, moi, je suis très éblouie par l'engagement sincère de cette jeunesse et les mots. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, les uns et les autres, mais les mots que ces jeunes ont utilisés et l'engagement qu'ils ont pris les uns et les autres dans leur vie et les choix très déterminés qu'ils ont pris très jeunes. Donc, moi, je vois ça comme un signe d'engagement qui peut être ici, dans leur choix, eux, c'est des engagements dans leur village, dans leur engagement environnemental, mais ils peuvent s'engager ailleurs. Donc, moi, je trouve ça intéressant de voir cet engagement sincère des jeunes. Engagement sincère, mais pour changer le monde, est-ce que justement, pour changer le monde, il ne faut pas rester à l'intérieur plutôt que de le déserter et se mettre volontairement les deux pieds à l'extérieur? Benoît Serre, qu'est-ce que vous en dites? Oui, j'ai vu cette vidéo. Les 15 premières secondes m'ont intrigué et les 3 minutes suivantes m'ont consterné. Pourquoi? Parce que je ne doute pas de leur sincérité, ni de leur âge, ni de leur immaturité d'ailleurs. Mais ce qui m'a frappé en fait dans cette vidéo, c'est 2 choses. La première, c'est que tout ça c'est dit avec une agressivité. Je ne suis pas sûr qu'on fasse changer le monde ni qu'il soit représentatif des jeunes en étant aussi agressif, en fait, intolérant à tout ce qui ne pense pas comme eux. Et j'ai toujours été convaincu que les entreprises ou la marine ou je ne sais pas quoi ne changera jamais si les gens sont chacun sur des positions militantes, consistant à constater que c'est la personne d'en face a tort. Donc c'était mon premier sujet. Mon deuxième sujet, c'est que la solution qu'ils donnent ou qu'ils proposent pour déserter est très auto-centrée quand même en fait. Et donc je trouve toujours un peu choquant quand des jeunes, ou pas d'ailleurs, ont eu la chance de faire des études, de pouvoir les faire, parce que ça coûte cher, c'est compliqué, enfin, finalement, ne disent pas j'ai la chance d'avoir fait des études, j'ai la chance d'être diplômé, j'ai la chance d'avoir des compétences, mais en fait, cette chance, je me la garde pour moi et débrouillez-vous sans moi. Je trouve que c'est assez insultant vis-à-vis de tous les jeunes qui n'ont pas ces chances. C'est intéressant de voir Vous d'ailleurs. avez déjà fait un débat. Pardon? Vous avez déjà démarré J'ai le déjà débat. créé un débat, mais moi j'aurais bien aimé justement connaître en direct la réaction des parents devant l'ordinateur en voyant la vidéo. Est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils doit sont agacer, horrifiés? hein. Ça aurait été amusant. Thibaut de Possès, ce cas précis, mais j'imagine que si un diplômé de l'école de guerre appelait à la désertion, ça poserait un sérieux problème tout de même. En effet, oui, mais c'est pas. Je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le même rapport, mais Ça nous rassure d'ailleurs. euh, moi, ce que ça m'inspire finalement, c'est que c'est l'apanage de la jeunesse de vouloir se révolter, de vouloir changer le monde. Finalement aussi, dans la marine, quelquefois, on arrive à l'école navale, on se dit quand je serai grand, je changerai ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que les choses se font de cette façon-là parce qu'il y a une raison. Soit parce qu'on ne peut pas les changer, parce que techniquement, on ne sait pas faire, etc. Soit parce qu'on n'avait pas perçu la raison pour laquelle les choses se faisaient comme ça. Quand je suis arrivé sur les bateaux, moi, je ne connaissais pas bien les procédures de la marine, et je me tournais vers mon premier maître, qui est un premier maître, c'est un sous-officier supérieur qui connaît techniquement, qui a de l'expérience, etc. Et je lui disais, mais pourquoi fait-on comme ça? Il me disait toujours, parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors ça m'énervait, voilà. et parce que moi, je voulais changer. Et puis un jour, j'essaye de changer et je m'aperçois que ça ne marche pas. Et je suis revenu finalement petit à petit aux méthodes qu'on utilisait. Donc tout ça pour dire que dans la marine, on n'aime pas trop les révolutions, on aime plutôt les évolutions. Et il y a 50 ans, la marine était peut-être différente, mais elle est finalement assez similaire à ce qu'il y a 50 ans. Ce qui a évolué, c'est la technique. Donc on fait des choses plus facilement, on fait plus attention, comme vous le disiez, à notre environnement, on fait plus attention, voilà. Mais on ne révolutionne pas les choses en se mettant sur le côté. Un ermite n'a jamais changé le monde. Un ermite, c'est un spectateur du monde. Nous, dans la marine, on n'est pas des spectateurs du monde, on est des acteurs du monde.
Voilà, donc si on veut changer le monde, eh ben, on le prend à bras-le-corps et on essaye de le changer. Et on ne déserte pas Thibaut de Possès les profils des nouvelles recrues de la Marine nationale. On a évoqué la jeunesse, les ambitions de la jeunesse qui, on l'a vu, sont assez corrélées avec celles que vous portez dans vos valeurs. Décrivez-nous un peu quels sont les profils des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui rejoignent les rangs de la Marine nationale, peut-être loin des clichés, parce que n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation a des clichés tenaces. On dit chez Google, les gens sont comme ça, à la Marine, les gens sont tous comme ça, et j'imagine que c'est évidemment pas le cas. Oui, merci. Ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de profil type. Moi, j'ai passé 25 ans sur les bateaux, donc à chaque fois, je posais la question, quand je recevais un marin pour la première fois, pourquoi es-tu rentré dans la marine, etc. Et donc, chacun rentre dans la marine pour une raison qui lui est propre, parce qu'il a une histoire personnelle, soit parce qu'il cherche un cadre, soit parce qu'il cherche à fuir une situation personnelle, soit parce qu'il veut servir, soit parce qu'il cherche un métier technique, etc. Et ça, finalement, c'est, je pense, la même chose pour tous les DRH qui reçoivent les gens dans les entreprises. À mon avis, chacun trouve une raison pour venir. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'il finit par y trouver, c'est de reposer la question 1 an ou 2 après. Et donc le directeur du personnel a parlé tout à l'heure d'aventure. Je pense que ce qu'on y trouve, c'est effectivement d'abord de l'aventure. Une aventure qui est d'abord physique, parce que le milieu dans lequel on évolue est assez exceptionnel, hein, c'est la mer, donc qui vous porte sur beaucoup de mers dans le monde que vous n'avez jamais vues, de beaucoup de pays. Moi, je n'ai pas compté, enfin j'ai arrêté de compter au nombre de pays différents que j'ai fait à 70 en 25 ans. Et donc on perçoit des réalités différentes, des cultures différentes, donc c'est une aventure. Physique, c'est aussi une aventure humaine, parce que quand vous vivez pendant 4 mois dans une boîte en fer avec 200 personnes, et bien finalement, c'est passionnant parce que d'abord vous découvrez les autres et puis vous découvrez vous-même à travers le regard des autres. Donc c'est une aventure humaine très forte. Et quand on revient de 4, 5, 6 mois de mer, enfin de mission, eh bien on a créé des liens qui sont indéfectibles. Moi, j'ai vu des équipages qui se revoyaient des années après euh, pour partager parce qu'ils avaient des liens très très forts. Voilà. Et puis c'est une aventure professionnelle, la marine, je crois aussi, parce que on change de job tous les 2, 3 ans, de bateau, voilà, et on évolue au fur et à mesure de sa carrière et on peut proposer des opportunités qui sont très différentes. On peut commencer à être timonier, donc timonier c'est à la passerelle d'un bateau, et puis finalement si on se donne du mal et qu'on travaille, on peut finir par être ingénieur nucléaire ou sous-marinier ou commando si on est sportif, et on évolue comme ça dans sa carrière. Et c'est un peu l'histoire de ma carrière. Moi, la marine m'a toujours fait faire des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et à chaque fois, je leur disais, vous êtes sûr que vous voulez que je fasse ça? Et ils me disaient, oui, oui. Et puis en fait, je me suis beaucoup amusé. Voilà. Benoît Serre, est-ce que chez L'Oréal et dans d'autres groupes du monde civil, les talents, les jeunes cherchent la même chose? Et comment est-ce qu'on donne satisfaction à cette jeunesse que vous avez qualifiée tout à l'heure de petits... non, pas de petits cons. Non, j'ai pas dit ça. Je ne parlais que de ceux que des 8. Pardon. Non, mais Quentin, honnêtement, j'ai parlé que des 8 de l'AgroParisTech en précisant qu'ils ne représentaient pas la jeunesse. Donc, voilà. Oui, Je bien sais que tu essaies de provoquer un débat, tout ça, mais non, non, plus sérieusement, mais chez L'Oréal ou ailleurs, je pense que la question est juste. Chaque personne qui rentre dans une entreprise, elle le fait pour des raisons personnelles qui la regardent, peuvent être d'ailleurs des raisons très basiques, tout simplement la nécessité, qui est une raison extrêmement respectable, ou pour d'autres raisons. Ce qui est intéressant, c'est de constater, et je trouve d'ailleurs que la marine ou les services publics en général ont une chance immense, c'est que au moins ils n'ont pas besoin de se poser la question de leur raison d'être. Et les gens qui viennent les voir n'ont pas cette question, ce qui n'est évidemment pas le cas dans les entreprises comme L'Oréal. Ça veut pas dire qu'on n'en a pas, mais ça nécessite une démarche et ça nécessite des éléments de preuve tout au long de la carrière, alors que d'une certaine manière, la marine, j'imagine que l'armée en général, ou d'autres services publics d'ailleurs, n'ont pas ce problème-là. La deuxième chose, c'est que ce qui a un peu changé, je trouve, depuis
que moi, je suis un vieux DRH quand même. Donc, j'étais dans des entreprises très différentes. Parce que j'étais chez Leroy Merlin, j'étais à la Massif, maintenant je suis L'Oréal. Et donc, et notamment, j'étais en Russie. Donc, c'était intéressant. J'ai passé 6 ans là-bas et c'était intéressant de voir que, au-delà de la raison individuelle, il y a toujours une raison collective qui diffère sur les moments. Et le post-crise d'aujourd'hui, il est assez intéressant parce que ils rentrent pour des raisons, mais ils y restent aussi pour d'autres raisons. Et que ça, on est un peu dans un modèle, au moins dans le privé, alors qu'auparavant, les gens rentraient pour vos valeurs, votre engagement, votre réputation, tout ce que vous voulez. Une fois qu'ils étaient dedans, ils s'arrangeaient assez avec les défauts du système. Moi, je constate que les jeunes, on a énormément de jeunes chez L'Oréal, on recrute beaucoup de jeunes tous les ans, ils ont une logique ou d'évaluation permanente de leur entreprise et d'évaluation permanente de la cohérence entre l'acte et les discours, de la cohérence entre les engagements pris et les engagements tenus, et que ça met une pression que je trouve extrêmement saine sur les entreprises. Et que ça, c'est assez nouveau, en fait. C'est un peu une espèce de blablacar, on est un peu évalué un tout petit peu en permanence. Je trouve que c'est très vertueux, parce que justement, ça force à tenir une ligne, à être constant, ce qui ne signifie pas ne pas transformer, ne pas évaluer. Et dans l'hypothèse où on doit changer quelque chose par rapport aux engagements, on a donc l'obligation de l'expliquer, en prenant le risque que ce ne soit pas admis. Mais ce n'est pas grave, parce que l'engagement vient de là. Voilà, l'engagement, il vient de là, et il y a des causes. Et après, et je vous rejoins, parce qu'on retrouve en tout cas chez L'Oréal et dans d'autres entreprises, tout d'un coup, la dimension collective prend le pas sur la dimension individuelle, et ça, c'est la clé du management. Au moment où les gens se disent, mon environnement collectif justifie mon engagement individuel, alors qu'avant, je suis arrivé un petit peu très individualiste. Donc, c'est pour ça que, pour tes amis de AgroParisTech, je les trouve très individualistes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont pas. Vous allez penser que je suis un petit peu chargé là, mais ça m'énervait cette histoire. Le collectif, c'est important. Vous avez dit, Benoît Serre, à la Marine nationale, on a la chance d'avoir une raison d'être qu'on ne peut pas inventer. Mais on reparlera tout à l'heure de la marque employeur et de la raison d'être. Mais Carole Zibi, votre société vous s'appelle justement Chance. Vous rencontrez des profils qui veulent totalement changer de vie professionnelle, enfin pas du jour au lendemain, mais disons qu'ils prennent vraiment le parti de changer totalement de vie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur justement la finalité d'une carrière professionnelle, quoi? Comment est-ce qu'on se trouve soi-même réellement? Et comment est-ce qu'on fait? Alors, merci Quentin d'ailleurs d'avoir réuni ce panel aussi varié hein, et d'avoir déjà démarré des débats. Donc moi, j'étais chez LinkedIn et j'ai rejoint Chance parce que c'est une entreprise qui est de l'économie sociale et solidaire, qui a comme finalité l'égalité des chances, d'où le nom. Et c'est donc un système d'orientation qui essaye de lever les barrières internes, celles qu'on se met, que ce soit des croyances limitantes ou autre chose, des barrières externes, des discriminations que la société nous envoie, des frustrations ou une absence de réseau, et de lever ces barrières pour permettre à chacun, chacune, de trouver la voie professionnelle qui lui correspond. Et donc, quand tu parlais de finalité, nous, on envisage un travail avec 4 piliers, dont le métier est une facette. Donc, le métier, c'est ce qui m'occupe, mes tâches. Le deuxième pilier, c'est les impératifs. Quels sont mes impératifs non négociables? De partir à une certaine heure, d'avoir tel type de salaire pour couvrir des prêts ou un loyer. Le troisième élément, c'est l'environnement, la culture d'entreprise, le type d'entreprise. Est-ce que je suis capable d'être freelance à mon compte ou pas? Et la quatrième, c'est la finalité. Et je trouve que ce sujet de la finalité, c'est à quoi l'utilité de mon rôle, de ma mission, à quoi je sers. C'est vraiment le pilier dont on parle peu au global. Enfin, on en parle, on voit cette quête de sens quotidiennement. Mais comment on l'adresse au niveau individuel? Et nous, on a fait une étude auprès des milliers de personnes qui sont inscrites au programme Chance. Et 78% des personnes qui sont inscrites souhaitent de manière primordiale, de manière centrale, à avoir une utilité, à avoir un sens. Et c'est vraiment le moteur du désir de changement ou de rechoix de leur métier. Parce que tout le monde ne change pas complètement de métier après un programme Chance. Et donc, ces 78%, il met la puce à l'oreille en termes de choisir une vie professionnelle
Et en l'occurrence, on a identifié 3 types d'utilités. Donc, quand on parle de 78% de personnes qui veulent une vie professionnelle où ils sont utiles, et donc la marine, c'est un très bel exemple hein, de vie professionnelle où on se sent utile. Il y a 3 types d'utilités. Donc, il y a un premier niveau d'utilité, c'est autour de sa famille. On est utile à quelques personnes. Un deuxième niveau d'utilité qui est, pour un manager, par exemple, vous êtes utile au quotidien dans la vie de vos équipes. Vous avez un impact dans la vie de vos équipes, un impact psychologique, d'accompagnement et autres. Et sinon, vous pouvez être utile au niveau de la planète, au niveau de la société, au niveau de la défense, au niveau de plus grandes causes. Et en fait, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'on s'aperçoit que les personnes qui souhaitent le changement ou qui ont un désir de changement, cette recherche d'utilité, elle n'est pas forcément au niveau de la planète, mais au niveau d'une plus petite structure. Mais elle est toujours présente et c'est une quête qu'on essaie d'accompagner. Une quête que vous essayez d'accompagner et qui motive un certain nombre de gens. On va parler d'ailleurs, on commence la deuxième partie de notre table ronde, donc l'engagement. J'avais titré un engagement optimal envers son employeur, mode d'emploi, mais on dit que les jeunes, j'ai lu une interview de vous, Benoît Serre, dans laquelle vous dites que les jeunes sont très motivés, voire davantage motivés que leurs aînés. Donc là, je me tourne vers vous trois. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous croisez des jeunes, qu'ils sont plus motivés, ou alors que leur motivation n'est pas vraiment la même que leurs aînés? Quand on parle de motivation, est-ce qu'on peut parler de génération aussi? Benoît, je me tourne vers vous, vu que vous avez adressé... Non, alors, dans cette interview, effectivement, c'était pas au Figaro. non, mais tu sais, moi, j'ai expliqué qu'en fait, je pense et je constate, je ne sais pas si c'est ce que vous constatez, je constate que la génération qui vient là a un potentiel d'engagement beaucoup plus élevé que la génération précédente. Quand ils y vont vraiment. Le seul petit défaut du système, c'est qu'ils ont un niveau de résilience beaucoup plus bas. Et donc, c'est ça. Donc, mais encore une fois, parce que j'ai un peu répondu à une question, parce que j'en ai un peu marre d'entendre beaucoup de gens dire les jeunes, ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas ceci, ils sont pas... C'est absolument pas vrai. En revanche, la cause, les conditions, la logique dans laquelle ils s'engagent, quand ils s'engagent franchement. Par contre, quand ils se désengagent franchement aussi. Et ils s'en vont. Et pour rebondir sur ce que j'ai dit à l'instant, qui est absolument exact et qui, de mon point de vue, est le vrai sujet en fait de l'engagement, de la motivation des jeunes, c'est que on ne perd jamais de temps à prouver à quelqu'un, à un individu, que dans la chaîne de valeur que constitue l'entreprise ou que la chaîne de valeur constitue la marine, peu importe, il a un rôle et qu'il est irremplaçable. On a beaucoup trop travaillé, on a bien fait de le faire, sur la qualité de vie au travail, etc. On a oublié que la qualité du travail, autrement dit, est-ce que j'ai les compétences pour faire? Est-ce que j'ai les moyens pour faire? Est-ce qu'on me donne la confiance pour que je fasse? Ça, c'est la grande force de l'armée. Moi, je rends régulièrement hommage à l'armée dans son management parce qu'elle a le parfait équilibre entre la hiérarchie et la subsidiarité, et on n'y arrive pas dans le privé. Et la troisième raison, c'est est-ce que je comprends que ce que je fais est nécessaire à celui qui me précède comme à celui qui me suit? Il y a aussi un truc essentiel dont on n'a pas encore parlé, c'est pour être motivé, donc évidemment, il y a son entourage, mais surtout, il faut une personne, enfin, des gens qui ont de l'aura, des gens qui incarnent, des gens qui ont du charisme, de l'éloquence, qui ont de l'expérience aussi, qui ont du vécu, enfin bref, des gens qu'on a envie d'admirer. À la marine, dans l'armée, vous en avez plein, des profils comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire que des structures dans lesquelles il n'y a pas ce genre de personnalité qui incarne des choses et qui donne envie qu'on se bouge pour elles et qu'on donne envie, enfin, qui donne envie qu'on les suive, tout simplement, c'est pas possible d'avancer. Il faut aller se promener, voir chacun des marins, et ça, c'est pas vrai uniquement pour le commandant, c'est vrai pour tous ceux qui ont des gens sous leur responsabilité, pour leur faire sentir à quel point, pour ce truc qui est très grand, cette mission qui est très grande, pourquoi il est indispensable à la cuisine, pourquoi il est indispensable sur la plage avant en passant des haussières, pourquoi le gars qui met les saisines de l'hélicoptère, les chaînes qui tiennent l'hélicoptère sur le pont quand il y a de la mer, pourquoi il est absolument aussi indispensable que le commandant. Et donc, on arrive là à une notion qui me paraît, pour moi, essentielle dans la marine, c'est la confiance. Tout repose là-dessus. Tout repose là-dessus. Pourquoi? Parce que un commandant ne peut rien sans son équipage, un premier maître ne peut rien sans son équipe, et le matelot,
il ne peut rien sans son premier maître, il ne peut rien sans le collectif. Voilà. Et donc, il s'agit de faire sentir aux gens qu'ils sont uniques, très importants pour l'accomplissement de cette grande mission qu'a donnée au bateau le président de la République. Voilà, donc ça c'est très important. La confiance, et chez nous, elle est essentielle. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'équipage, il n'y a plus d'esprit d'équipage, il n'y a plus de bateau. Voilà, c'est ça qui est très important. Et pour revenir au questionnement initial, moi je trouve qu'on est une jeunesse qui est formidable, qui a vraiment envie de s'engager. La résilience, la pugnacité dans l'effort, elle vient avec l'âge. Je pense que passer d'une chose à l'autre, c'est l'apanage de la jeunesse. Et c'est à nous, finalement, de leur faire sentir que leur engagement, leur énergie, elle vaut le coup de surmonter des difficultés, de passer des haies et de se découvrir petit à petit. Voilà. Et donc la marine, moi je trouve, offre beaucoup d'opportunités là-dessus. Enfin, je ne veux pas faire trop le VRP, mais voilà. Quand, quand il y a plus de motivation, Carole Zibi, est-ce que ça rime souvent avec reconversion? Quand on n'est plus motivé, quand tout va mal, est-ce que, c'est pas le déclic? Même si j'ai un manager qui me donne envie de me battre, et cetera, qui est quelqu'un de charismatique et tout, bah non, j'ai toujours pas envie de bosser. Est-ce que vous pouvez nous diagnostiquer cela, pardon, Carole Zibi, cette absence de motivation? Qui fait des tests chance pour rentrer un peu dans le détail, des gens qui ont envie de se reconvertir? Ils viennent d'où? Est-ce qu'on peut donner des milieux professionnels, des secteurs dans lesquels les gens sont particulièrement démotivés ou particulièrement désabusés? Et le cas échéant, que veulent-ils faire le plus souvent? Je ne vais pas vous demander non plus 100 cas, mais Ouais, quelques cas assez tout à fait. représentatifs de ce qui se passe en coulisses de chez Chance. Bien sûr. Donc déjà, la question de la motivation, donc en fait, Chance s'appuie sur un système d'orientation qui s'appuie sur de la psychologie, la solidarité et la technologie. La techno nous permet d'utiliser les datas pour améliorer les parcours des uns et des autres en fonction de leur profil. Et donc, on a étudié la question de la motivation à travers les travaux de 2 psychologues dans les années 70 qui ont défini la motivation avec 2 prismes. Le premier, la motivation intrinsèque, le plaisir que j'ai dans une action donnée. Et la motivation extrinsèque, c'est le résultat de mon action, l'impact de mon action. Donc, pour donner un exemple basique, je mange une glace où je fais des abdos. Dans mon cas, vous avez compris que je n'ai pas de plaisir particulier à faire des abdos. Je sais que ce n'est pas le cas de plusieurs d'entre vous dans la salle, mais donc dans mon cas personnel, c'est clairement le premier, une motivation intrinsèque, le deuxième, une motivation extrinsèque. Et donc, quand on arrive à allier les 2 types de motivation dans nos communications, pour travailler sur une communication employeur. Vous voulez dire quand on arrive à manger une glace tout en faisant des abdos? Quand je veux dire que quand on explique le résultat de nos actions et pas juste les tâches dans un job, quand on écrit une description de poste et on arrive à montrer le résultat de nos actions, comme disait Benoît, quel que soit le poste envisagé, l'apport de chaque individu dans la valeur ajoutée de l'entreprise, ça contribue à avoir plus d'impact dans la motivation des uns et des autres. Donc, quand tu posais la question de la motivation et des gens qui s'inscrivent pour faire le parcours Chance, on est face, aux États-Unis, ils appellent ça the Great Resignation, on est face à un phénomène qui est différent de Great Resignation, et j'ai entendu beaucoup Benoît sur ce sujet, et je suis très curieuse d'avoir votre réaction sur ce thème. En France, on a plutôt un phénomène parallèle qui n'est pas exactement cette grande démission, mais une démission mentale. Donc on est là physiquement, mais notre cœur n'y est plus. Et donc ça crée une sorte d'immobilisme où on est un peu coincé parce qu'on a peur de bouger, parce que finalement, on se dit, d'abord on a des barrières internes, j'en parlais, et on va également avoir des barrières externes, parce que même si je voulais bouger pour changer tout ou changer peu, quel que soit le niveau de changement dont j'ai besoin, que ce soit sur un pilier métier, environnement, finalité ou impératif, la société, est-ce qu'elle est prête à m'accueillir et à m'ouvrir une porte si c'est une porte complètement différente? Donc, tu demandais quel type de profil. On a à la fois des profils, je vous donne un exemple, une infirmière qui habite près de Lyon, elle a travaillé pendant le Covid avec des heures que vous connaissez, vous imaginez,
Et elle a choisi de devenir data analyst parce qu'elle s'est intéressée à tout justement les data qu'on a pu utiliser, observer pendant toute la crise du Covid. Elle fait une formation Open Classrooms et elle cherche un apprentissage. Je fais un appel à vous tous si vous avez des contacts pour qu'elle ait un apprentissage. Et donc, elle, c'est un exemple. Elle a voulu changer de métier. Elle a été inspirée par ce qui s'est passé avec le Covid. Et on a d'autres exemples de personnes qui sont restées dans une entreprise, mais ils ont osé demander à 4/5e parce qu'ils ont fait un point sur leurs impératifs et ils voulaient consacrer une journée par semaine à un métier artistique. Et donc, il y a tout type de profil, tout type de CSP, parce qu'on est tous égaux devant un désir de changement professionnel. Et c'est pas forcément... le sens n'est pas réservé aux riches de dire qu'on a fait des grandes études et on peut avoir une quête de sens. C'est vraiment une quête de sens que tout le monde peut aspirer à une quête de sens. Donc, c'est vraiment toute la variété. Donc, moi, j'échange tous les jours avec des personnes qui ont ces changements. Et c'est pour ça qu'on a fait un appel solidaire en janvier qui s'appelle Provoquons la chance, qui est un appel pour ouvrir des carnets d'adresses, ouvrir nos carnets d'adresses à des personnes qui n'auraient pas le bon contact pour faire ce changement. Il nous manque un contact, une présentation, une mise en relation pour faire le changement qu'on souhaite. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de cette infirmière, parce que je l'aide personnellement à trouver un apprentissage dans un métier de data analyst. Merci Carole. Je vois que je retourne, je vais passer au dernier chapitre. La Marine nationale et le monde civil s'inspiraient mutuellement. On en a parlé tout à l'heure, mais très rapidement. La marque employeur, c'est un buzzword, hein, on le sait, tout le monde ne parle que de ça. Est-ce que chaque entreprise, chaque organisation peut, selon vous, bâtir une vraie marque employeur? C'est-à-dire, voilà, comme tout buzzword, c'est pas forcément ceux qui en parlent le plus qui sont les plus irréprochables. Est-ce qu'une vraie marque employeur, c'est donné à tout le monde, selon vous? Alors, est-ce qu'il y a des entreprises, des organisations qui ne peuvent pas réellement et dans les faits coller à ce buzzword? Qui souhaite Voilà la question. Pas du tout. Je pense qu'on peut toujours trouver une marque employeur. Le danger, c'est précisément de n'en faire qu'une marque employeur. La logique de la marque employeur, c'est que sincèrement, les gens à l'intérieur ne vivent pas ce que la marque a vendu à l'extérieur, ça dure pas très longtemps, cette histoire-là. Donc je pense que tout le monde peut en faire une. Mais paradoxalement, la marque employeur, la réalité de la marque employeur interne est plus importante que la marque employeur externe. Donc ça, c'est un premier point qui est assez fort sur le sujet. La deuxième chose, j'étais assez intéressé par la fameuse loi Pacte. Ouais. Vous savez, qui reconnaissait les fameuses entreprises à mission. Alors, on peut donner tous les noms du monde. La vision, l'entreprise à mission, la raison d'être, le terme, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que ça a forcé les organisations, et beaucoup d'entre elles en tout cas, à se poser la question finalement à quoi ils servent. Et je me souviens, c'est quand j'étais à la Massif, qui est aussi une entreprise d'économie sociale et solidaire, j'avais essayé de faire réfléchir le COMEX à ça. Et je n'arrivais pas. Et donc, je leur ai posé une question très simple. Je leur ai dit, et si vous disparaissiez, qu'est-ce qui manquerait, en fait? Et là, tout d'un coup, ils se sont libérés. Et en fait, rien qu'en faisant ça, ils expliquaient pourquoi ils étaient là, en fait. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire de cette entreprise, etc. etc. Donc, c'est vrai que pour rebondir sur un point qui est important, L'Oréal, par exemple, je crois, alors elle est connue pour tout un tas de sujets, évidemment, mais on a une force en RH pure qui rejoint peut-être d'ailleurs un certain nombre de points qui ont été évoqués. C'est que c'est une règle, et d'ailleurs c'est une règle qui est très ancienne, c'est que personne n'est jamais enfermé dans sa filière métier. C'est-à-dire qu'on a des gens qui démarrent en contrôle de gestion, ils vont en RH, après ils vont au produit, en fonction de ce qu'ils expriment. Et ça, c'est extrêmement important de ne pas enfermer des gens dans des silos, parce que le modèle éducatif enferme les gens dans des silos. Absolument. Le modèle social enferme les Tout à gens dans des fait. silos. Et bien, si l'entreprise, ou la marine, ou n'importe quelle organisation, permet de casser ces silos, je pense qu'on aura fait un petit pas en avant pour éviter la Great Resignation et éviter le grand désengagement qui est sa traduction en France. Ouais. Voilà. Votre possesse, vous souhaitez, je vois que vous bougez le micro vous souhaitez réagir ou je... Oui, Parce qu'ensuite, non, c'est amusant parce que quelle marque employeur, est-ce qu'on peut la créer, etc. Je pense que
Je suis d'accord. S'il s'agit de créer une marque employeur qui ne correspond pas à la réalité, ça n'est finalement que de la publicité et du marketing. Et le ballon de baudruche est très Et vite. le ballon de baudruche est très vite, enfin, on est vite démasqué. Et donc, plus tout le monde s'en va, etc. Ça m'amuse parce que je pensais à ça. Je pensais je ne sais pas si vous connaissez John Archer, le jeune, qui était un Américain qui a commandé le corps des Marines juste après la Première Guerre mondiale. Et le corps des Marines avait une très mauvaise réputation. Il revenait d'Europe, les types se comportaient mal, etc. Et donc le corps des Marines a failli disparaître. C'est un peu votre exemple. C'est-à-dire que le Congrès américain voulait faire disparaître le corps des Marines. Et donc le jeune s'est dit, il faut qu'on réagisse. Et donc il a finalement, il s'est posé la question, il s'est dit, que sommes-nous, nous les Marines? Et donc il a fini par faire de la pub, faire savoir ce qu'étaient les Marines. Donc à chaque fois qu'il y avait une fête dans un village, il envoyait 3 Marines en uniforme, impeccable. Et comme ça, les gens, finalement, se sont rendus compte que les Marines, ce n'étaient pas seulement des chiens de guerre, c'était des types qui étaient là pour protéger, etc. Et aujourd'hui, les Marines, c'est la force aux États-Unis qui est la plus populaire. Donc c'est très intéressant, parce que c'est exactement ça, en fait. Voilà. Donc la marque employeur, finalement, pour nous, c'est que sommes-nous? Et ça se consiste simplement à dire, on va le faire savoir. Voilà, regardez, on a des jeunes qui sont heureux, qui sourient, qui sont engagés, qui trouvent un sens, qui trouvent l'esprit d'équipage, c'est-à-dire l'entraide, l'appui les uns sur les autres, la confiance. Voilà, donc c'est finalement assez simple. Pour moi, c'est ça la marque employeur, c'est ce que sommes-nous et le faire savoir. Merci pour cet exemple, Thibaut de Possès. Est-ce que, avant de terminer, il y a aussi un sujet qu'on doit aborder, c'est celui des compétences, parce qu'on sait aujourd'hui tout va à une vitesse inouïe. Il y a le digital. On dit qu'une compétence peut être périmée dans une certaine mesure au bout de 2 ans. Est-ce que, côté marine et côté monde civil, est-ce qu'on a le même besoin de compétences? Vous évoquiez tout à l'heure le data scientist. On peut aussi évoquer les réseaux sociaux, on peut évoquer des tas de choses. Est-ce que les besoins en matière de compétences sont les mêmes des deux côtés? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour réfléchir à cette notion de compétence pérenne, une compétence qui durera toute la vie, pardon, si je suis un peu rêveur. On a déjà raté la question parce que la compétence, elle a une utilité, elle n'en a pas. En fait, c'est pas une histoire de pérennité. Après tout, on s'en fiche. En revanche, pour répondre rapidement, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est dans les entreprises, je ne sais pas si c'est le cas dans la marine, mais les entreprises, on a beaucoup une approche qui n'est pas une approche sédimentaire de la compétence. On a l'impression que quelqu'un change de poste, on recommence tout depuis le début, en ignorant absolument tout ce qu'il a fait. Et souvent, d'ailleurs, on ignore les aptitudes qui sont les siennes, c'est-à-dire ce qu'il a apporté dans l'entreprise, de sa personnalité, de ce qu'il est, de tout ce que vous voulez, qui sert quand même à la mise en œuvre de la compétence. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un sujet que je turbine dans mon cerveau, donc je vais vous partager mes angoisses. Et c'est le fait que la compétence a autant d'importance que le rôle dans une équipe. Et pour l'avoir constaté, alors là, comme DRH, quelquefois, vous avez une équipe qui tourne. Il y a un responsable financier. Vous changez de responsable financier, vous le remplacez par quelqu'un qui a strictement les mêmes compétences, l'équipe se met à pas tourner. Tout simplement parce qu'il n'a pas le même rôle, il n'a pas le même profil. Et donc c'est pour ça que la dimension humaine, la dimension personnelle, de soft skills, comme on dit en bon français, ce que la personne est en fait, a autant d'importance que ce que la personne fait. Les traits de personnalité, voilà. C'est ce qu'il incarne. Exactement, mais c'est la somme des deux. Sait parler, sentir l'ambiance. En fait, c'est la somme des deux qui fait la compétence. C'est non seulement ce que je sais, mais ce que je fais et ce que je suis, en quelque sorte. Et j'ai beaucoup fait évoluer là où j'étais les modèles d'évaluation, parce que j'ai toujours été frappé par le fait qu'on passe son temps à évaluer les gens sur ce qu'ils font. Mais c'est très intéressant, mais moi, ça m'intéresserait de savoir qu'on les évalue aussi sur ce qu'ils sont, parce que c'est la somme des deux qui fait que la compétence trouve son utilité, en réalité. C'est pour ça que je trouve, cher ami, que la question de la pérennité est assez secondaire. Le sujet, c'est son utilité, et l'utilité, c'est la somme de celui qui fait, de celui qui sait et de celui qui est. Démonstration tout à fait recevable, maître Serre. Dernière question, si on diagnostique les échanges, les discussions, les transmissions, voire les collaborations qui existent aujourd'hui entre la Marine nationale et le monde civil, on se rend compte qu'en fait, c'est le monde de l'entreprise aussi, on se rend compte qu'après une carrière militaire, certains militaires deviennent coachs, conférenciers, consultants, et ils ont une nouvelle vie dans le monde civil parce qu'ils ont des leçons à donner
des messages à faire passer et des choses à transmettre. Donc pour moi, ça, c'est une passerelle super importante. Qu'est-ce que ça révèle, Thibaut de Possès, le fait que peut-être qu'un jour, vous serez un conférencier Je crois que ça révèle l'envie peut-être de partager les aventures humaines qui ont été vécues dans la marine pendant X années. À mon avis, c'est ça. Parce que quand on se retourne sur sa carrière et qu'on devient un vieux marin comme moi, les compétences techniques, on les a un peu oubliées. Voilà, on a un diplôme d'ingénieur à l'école navale, mais très rapidement, on ne fait plus tellement des choses d'ingénieur, sauf certains. Et ce qui reste, c'est le côté humain. Voilà, encore une fois, c'est la patte humaine, c'est les relations qu'on a eues, c'est la façon dont on gère une équipe, c'est la façon dont on l'équilibre pour obtenir le meilleur. C'est la façon dont finalement, on arrive à accepter les défauts des autres et s'appuyer sur leurs qualités et le faire comprendre aux autres. C'est ça aussi, un équipage qui est le plus important. Ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est lorsque l'on visite un bateau désarmé, il n'y a rien de plus triste. Alors que c'est un bateau sur lequel on a navigué, on a eu énormément de joie. Le matériel qui est encore en place, on a passé des heures dessus à le trafiquer, à le réparer, à le rustiner, à l'optimiser, etc. Et en fait, quand on va visiter ce bateau désarmé, on se dit mais tout ça n'a aucun intérêt en fait. D'abord parce que c'est dépassé la plupart du temps, mais surtout parce qu'il n'y a plus les gens autour. Voilà. Et donc finalement, peut-être que les conférenciers, ce qu'ils cherchent à partager ou à vendre, c'est très respectable encore une fois, finalement c'est cette expertise humaine et managériale qu'ils ont accumulée au cours de ces longues années. Voilà. Donc moi, je voulais juste dire que j'ai découvert, grâce à cette journée, tout le travail formidable de la marine pour faire en sorte que des carrières qui ont besoin d'évoluer après la marine soient accompagnées, pour faire en sorte qu'il y ait des reconversions réussies. Donc je trouve que ça, c'est un truc qui est peut-être méconnu, enfin, pour moi, qui mériterait d'être encore plus connu, parce que c'était vraiment admirable de voir ces taux de retour à l'emploi après des années de marine. Voilà, c'est juste mon petit commentaire venant d'une fenêtre extérieure. commentaire de la fin, Benoît Serre, venant d'une fenêtre extérieure aussi. Non, mais j'ai écouté avec intérêt comment te poser ce qui est sur l'importance du fait que finalement, c'est l'être humain qui fait tourner le système et qui lui donne son sens. Et je vais juste vous raconter une toute petite anecdote. Comme ça, j'aurais fait mes 3 employeurs, dont je gagnais un point à chaque fois. Donc, c'était chez Laurent Merlin. J'ai eu la chance de travailler avec un type extraordinaire qui était le DG à l'époque, qui s'appelle Régis de Gelc, à qui je dois absolument tout, qui m'a beaucoup appris en tout cas. Et quand il inaugurait un magasin, il disait aux gens demain, vos concurrents vont tous venir, ils vont tous faire des photos de vos produits, copier vos prix, copier tout, vos gondoles, vos machins. On s'en fout complètement. Parce que ce qu'ils ne copieront jamais, c'est la personne qui est à côté de la gondole. Et quand il nommait un directeur de magasin, il ne lui nommait pas directeur de magasin de Châtellerault, enfin, lui, il n'avait pas de bol, ou de Biarritz. Il disait, je te confie l'équipe du magasin de... C'est assez intéressant de voir ça. C'est-à-dire que là, je crois qu'à la fin de l'histoire, et sur la reconversion, moi j'ai pas mal bossé avec la Mirvoc, je suis intervenu, alors c'est la partie de l'armée de terre, je crois, je ne sais pas comment ça s'appelle dans la marine, les 3 armées, voilà. Et c'est intéressant parce qu'il y a un truc à craquer quand même, c'est que c'est vrai, il faut reconnaître que les entreprises, quand on dit c'est un ancien militaire, etc., il faut quand même commencer par casser les histoires d'images, alors que c'est quand même des gens qui ont managé des situations que nous, on ne connaîtra jamais, qui ont dans des situations de tension que nous, on ne connaîtra jamais, où l'enjeu finalement de leurs troupes, de leurs équipes, c'était un tout petit peu plus dangereux que fabriquer des shampoings. Et donc, non, mais du coup, ça crée des valeurs en fait. Ouais. Et donc, je reconnais, enfin, en tout cas moi, au-dessus de la NDRH, comme le Figaro, ce que vous voulez, avec l'armée, je me dis comment faire pour réussir à casser cet a priori. On arrive à passer dessus, mais on met un peu de temps quand même, parce qu'il y a une espèce d'image qui est, pour un peu connaître le milieu militaire, beaucoup moins que les gens qui sont ici, est totalement fausse en réalité. Et donc, voilà, donc c'est un truc qui me travaille, peut-être que on pourrait travailler avec chance aussi. Du coup. Merci à tous les 3. On a eu beaucoup de chance de vous avoir ce soir. Et on va terminer avec une intervention du capitaine de vaisseau David Sanson, donc chef du service du recrutement de la Marine nationale, qui va nous dire quelques mots pour clôturer cet échange que j'espère vous avez trouvé aussi instructif que je l'ai trouvé moi-même. Merci Quentin, merci à vous 3 pour ces exposés, ces présentations intéressantes.
La motivation, je l'ai vue droit dans les yeux la semaine dernière, lorsque j'étais en Guyane pour une tournée américaine, auprès de nos recruteurs. Et il y a un jeune homme qu'on venait juste de recruter, qui était accompagné de ses parents, tous 2, d'origine brésilienne, ne parlant d'ailleurs pas un mot de français et lui-même, naturalisé français à sa naissance, à Saint-Georges de l'Oyapock et donc il rentre dans la marine, donc il a 18 ans et je lui dis: «Bah, écoutez, dites-moi un peu, ce que vous comptez faire». Il me regarde droit dans les yeux et il me dit: «Je voudrais être brevet de maîtrise gest RH». Alors traduction, brevet de maîtrise, il lui faudra à peu près 20 ans pour l'être et gestionnaire de RH, c'est le métier dans lequel il s'engage. Alors ça, c'était la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque, c'était la mienne pour le coup. De voir un jeune homme comme ça qui, je dirais, n'avait peut-être jamais imaginé rentrer dans la marine et qui, s'y retrouve. Alors pour justement faire entrer les gens dans la marine, pour un métier, mais on l'a vu, c'est bien plus que ça. Eh bien, en fait, le service de recrutement et ses recruteurs, justement, s'attachent, à expliquer, en quoi consiste le métier. On a fait le choix d'une agence, RH, Radancy, dont la patronne est ici ce soir, et on a mis l'accent sur les métiers, parce que, il faut bien rentrer par un prisme, par quelque chose. On a fait délibérément ce choix, mais ça ne peut pas fonctionner si c'est que pour un métier. Parce que si les gens viennent pour un métier, bah, ils partiront parce qu'en fait, c'est pas du tout ce pourquoi on est. La marine française, elle est là pour protéger les Français, elle peut faire la guerre, et elle s'expose à des risques qui ne sont pas ceux d'un métier normal. Donc tout ça, ça demande du temps et quand on me dit que nos recrutements sont un peu longs, ce que j'entends, eh bien, je le tourne en avantage en disant que c'est une chance que l'on a de prendre le temps d'expliquer, ce pourquoi nous sommes faits et ce que l'on va faire. Pour cela, évidemment, nos recruteurs sont formés, mais on s'appuie également sur les forces de la marine, par exemple comme, sur la frégate Chevalier Paul, commandée par le commandant de Possès, ou à bord de laquelle nous avons fait, toutes nos photos. On se fait aider également par, les marins des forces, grâce à My Job Glasses. Je profite de faire une petite page de pub encore. Heu, My Job Glasses, ça permet de mettre pratiquement 400 marins, sur cette plateforme et si vous prenez contact avec eux et un petit rendez-vous avec eux, ils vous diront ce qu'ils font au quotidien et on revient au discours de vérité. Moi, je dis à mes recruteurs: «Mais vous devez avoir un discours de vérité». Ils ont un discours de vérité, mais ça reste des recruteurs, donc toujours un peu suspect vis-à-vis de l'extérieur, ce qui est normal. Et bien justement, les gens de l'interne qui sont sur cette plateforme et qui sont les ambassadeurs, eux, leur discours, bah, c'est leur quotidien. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre journée type? Alors, bah, ma journée type, voilà, je fais ça, et cetera. Comment vous êtes rentré dans la marine? Bah, j'ai fait comme ça, voilà. C'est un discours qui est naturel et qui est simple. Et ça, les jeunes, ils veulent ça. Voilà. Et moi, ça me permet de dire, nous, on a notre discours de RH et on est formé pour ça et c'est normal et on ne le renie pas. Et pour autant, eh bien, le complément qui est apporté par les marins, c'est justement la couche de réalité du terrain. Et ça, pour les jeunes, ça évite, à mon sens, autant que possible, la déception de l'interne qui, crée un écart par rapport aux rêves que les recruteurs ont fait naître dans les têtes de ces jeunes. Donc ça prend un petit peu de temps, mais au final, c'est pour le bien commun. Voilà, merci infiniment, d'avoir été présent ce soir. C'est notre 4e table ronde et on était très content de vous accueillir. Merci encore pour les échanges et très bonne soirée à tous.